Mais on a tout le temps un espèce de réflexe à chercher le monde qui fit. Ouais. Les gens qui vont fitter avec ce qu'on pense que le groupe devrait avoir l'air. Je me souviens d'une autre situation. Je m'étais avec une directrice des ressources humaines dans une entreprise qui font des jeux vidéo. Une grosse entreprise à Montréal, 400 employés. Et puis, elle-même avait à peu près 45 ans, puis elle était toute étonnée. Elle me disait, écoute, c'est fantastique, ils m'ont engagé. Je suis tellement plus vieille, la moyenne d'âge était en bas de 30 ans, puis tout ça. Tu étais toute contente de ça. Elle dit, regarde comment je suis habillée. Je m'habillerais jamais, je me suis jamais habillée comme ça pour venir travailler. Ben si, attends, elle s'est habillée... Elle était habillée en jeans, tu sais, puis en René Chou, tout ça. Je sais pas si c'était des René Chou, mais en tout cas, elle était en jeans. Puis elle dit, ici, c'est le fun, là, tout le monde se s'habille comme ils veulent, tu sais. Et tu peux t'habiller comme tu veux. Mais je regardais autour, là, puis je te jure, Sarah, là, les hommes, là, 75% des hommes, ils portaient un jeans noir, un T-shirt, des running shoes, puis la moitié avait des barbes. Ils étaient tous habillés pareil. J'adore ça. Ils étaient tous habillés pareil. Mais écoute, on peut tous s'habiller comme on veut ici, c'est freedom, tu sais. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast de La Talenterie. Je m'appelle Sarah Jodoin-Houle, je suis l'animatrice de ce podcast, la fondatrice de l'entreprise du même nom. Et cette semaine, encore une fois, on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail avec Pierre Leduc, qui est consultant en management, qui est coach aussi, qui fait du recrutement, qui fait plein d'affaires finalement parce qu'il est associé chez Ascension Conseil en leadership et recrutement. On va vous parler plus en détail de ce que Pierre fait dans la vie tout au cours du podcast. Mais sachez que c'est aussi mon beau-père, donc c'est le père de mon conjoint Charles Thompson-Leduc, qui est réalisateur de ce podcast. Donc, on est vraiment en famille cette semaine. Vous commencez peut-être à le remarquer. Là, j'ai reçu mon petit frère sur le podcast. Je travaille avec Charles. J'aime aussi intégrer des amis dans mes mandats lorsque les compétences, lorsque c'est pertinent, en fait. Donc, je me sens hyper privilégiée, en fait, de faire cet épisode-là. Ça a été vraiment le fun à enregistrer. Et Pierre et moi, on travaille ensemble. C'est arrivé quelques fois où on a collaboré sur différentes initiatives. Puis, il me fait souvent réfléchir. Il y a beaucoup de sagesse. Donc, il m'amène énormément de valeur dans le quotidien au travail. Mais ce qui a fait en sorte que j'ai eu envie de parler d'agisme avec lui, c'est une anecdote qu'il m'a racontée il y a déjà plus d'1 an. Je vais le laisser vous la raconter. Vous allez voir, c'est quand même saisissant des fois de voir à quel point, sans s'en rendre compte, dans nos organisations, il y a des biais qui sont là. On parle beaucoup de diversité, d'inclusion au travail, mais rarement de la dimension qui est reliée à l'âge. Fait que j'avais envie qu'on aborde ce sujet-là ensemble sous un format un peu plus conversationnel. Juste avant de vous le présenter, je veux en profiter pour remercier les personnes qui nous ont donné des étoiles récemment. Merci beaucoup. Donc, si vous avez le temps, ça nous aide beaucoup sur peu importe la plateforme que vous utilisez, iTunes, Spotify. Vous pouvez aussi aller laisser des commentaires sur YouTube, comme le fait Sylvain. D'ailleurs, merci beaucoup. Ton commentaire a été super apprécié. On aime ça aussi quand vous venez nous voir en privé. Donc, je veux remercier Stéphanie, justement, là, qui m'a écrit cette semaine pour me dire qu'elle avait découvert le podcast et qu'elle avait commencé à les écouter en rafale. Ça nous fait toujours tellement plaisir. Ça nous donne l'énergie vraiment de continuer ce qu'on fait. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des invités à nous suggérer, des sujets, on est toujours preneurs. N'hésitez pas à nous écrire. Et sans plus tarder, je vous présente Pierre Leduc, qui est associé et consultant chez Leadership, Ascension et Recrutement, et également coach en voie d'être certifié par l'ICF. Pierre, allô? Bon, allô? Donc, t'es mon beau-père, t'es le père de Charles, mon conjoint, qui est le réalisateur de ce podcast. Donc, on est vraiment en famille aujourd'hui. Mais surtout, tu es aussi mon collaborateur parce que ça adonne que dans la vie, on a des métiers qui sont super complémentaires. On a même fait des mandats ensemble. Oui. Ça a été le fun à voir ça. Ça a été vraiment le fun. Puis ça, je suis convaincue qu'on va remettre ça prochainement. Dans le fond, juste pour donner un peu ton background professionnel, toi, tu es un gourou du management. Je sais pas si je suis un gourou. Non, mais sans blague, tu as vraiment une expérience solide en gestion. Tu as eu la direction générale de plusieurs entreprises là, de grande taille. Assurer de la gestion intérimaire aussi pour des entreprises qui étaient en transition. Tu es consultant maintenant chez Ascension, consultant et associé aussi avec ton associé Claude qu'on salue. Oui.
Donc, Ascension Leadership et Recrutement. Et là, dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu accompagnes les organisations dans des phases de transition avec leur leadership, mais aussi tu fais du coaching maintenant d'individus, puis t'adores ça, là. Écoute, j'adore ça. Ça fait déjà quelques années que je fais du coaching, je dois dire. J'ai commencé à en faire il y a quelques années, mais c'est seulement depuis 1 an que j'ai entrepris une formation, là, tu sais, formelle, systémique, une formation professionnelle pour pouvoir le faire, puis avoir une certification, puis le faire de façon encore plus importante. Actuellement, je fais du conseil, je fais un peu de recrutement aussi. Je suis dans le domaine du recrutement, puis je fais du coaching. Oui, puis il y a Claude aussi avec toi qui fait beaucoup de recrutement. Vous recrutez des cadres de haut niveau, donc souvent des directions d'OBNL, des directions d'entreprise, tout ça. Donc, c'est un peu votre créneau. Fait que vous les accompagnez à trouver les bonnes personnes en place puis à gérer un peu tout ce qui est autour, dans la dynamique d'équipe, dans l'intérim. C'est ça, exactement. Puis parfois, on les accompagne aussi lors de leur premier mois en poste. On a un programme d'accompagnement pour les 100 premiers jours. C'est super, puis on aurait pu faire un podcast là-dessus, mais c'est pas de ça que j'ai le goût qu'on parle aujourd'hui. Ça fait depuis le début de la pandémie, donc 1 an, même plus qu'1 an, mon Dieu, que le temps passe vite, qu'on en a parlé, mais les restrictions sanitaires étant ce qu'elles sont, on s'est dit qu'on allait attendre de pouvoir enregistrer en personne, puis se voir. On a même lunché ensemble avant, c'était super agréable. Ça fait du bien, hein? Ah, Seigneur. Fait que merci beaucoup d'être là, d'être en studio avec nous, puis tout le kit. Vous remarquez peut-être, les auditeurs, que le son est un petit peu plus léché qu'à l'habitude. C'est parce que quand j'enregistre en Zoom, j'écoute pas toujours Charles. Puis des fois, il y a un petit peu d'écho dans ma pièce. Donc, bref, mais aujourd'hui, on parle, je vais en venir au bout du sujet, on parle d'agisme au travail. Puis ce qui a donné l'idée de ce podcast-là, c'est, tu sais, j'ai fait toute une série sur la diversité puis l'inclusion récemment, mais c'est même avant d'aborder les différents angles de la diversité et l'inclusion, tu m'avais raconté une histoire qui m'a vraiment marquée. Je sais pas si tu sais à quoi je fais référence, la cliente... Oui, je me souviens très bien. Effectivement, c'était quelque chose qui était important pour moi il y a quelques années de ça. On est appelé par un client pour aller présenter une soumission. Quelqu'un qui voulait faire des recrutements dans son organisation, mais aussi quelqu'un qui voulait revoir ses façons de faire puis repenser ses RH de façon générale. Puis je suis entré en réunion à ce moment-là. Puis comme c'était un mandat qui ressemblait plus à du conseil, c'est plutôt moi qui ai fait la présentation. Alors, j'ai fait toute ma présentation, j'ai fait mon pitch, j'ai expliqué comment est-ce que je voyais les choses. J'ai été à ce moment-là, j'ai discuté avec la personne qui est responsable des finances. Puis ça allait bien, on se parlait, le climat était positif, tu comprends, la chimie marchait. Puis il y avait une dame qui était là qui, elle, disait pas un mot. Et à un moment donné, je me suis retourné vers elle parce que là, ça me préoccupait le fait qu'elle dise rien. Et j'ai demandé, vous, madame, qu'est-ce que c'est? À quoi vous attendez-vous de ce mandat-là? T'sais? Puis elle m'a regardé dans les yeux, puis elle dit, moi, je veux juste que mes employés soient heureux. Puis ça m'a coupé les jambes. J'étais dans un tout autre mode. En tout cas, il y a eu un moment embarrassant. Je me souviens plus trop bien comment je me suis sorti de cette affaire-là. Puis quelques temps plus tard, on a appris qu'on n'avait pas eu de mandat. Et on a appris aussi que cette dame-là, qui parlait peu, avait dit, moi, je ne veux pas faire affaire avec un vieil homme. Et là, dans un premier temps, j'ai dit toutes sortes de mots pas polis à son égard pour dire, là, ci, là, ça. Puis après ça m'a amené à réfléchir et à me remettre en question. Ce qui a fait que maintenant, depuis, ça fait longtemps de ça doit faire presque 3-4 ans, je m'intéresse beaucoup à la notion de bien-être dans l'entreprise. Je m'intéresse beaucoup à la bienveillance puis à la culture organisationnelle. Puis d'une chose à l'autre, ça m'a amené à bifurquer dans ma pratique plus vers le coaching, la culture organisationnelle, les ressources humaines, puis m'éloigner de ce que je faisais auparavant qui était plus des plans d'affaires, d'accompagnement dans des fusions, des acquisitions, ce type c'est des diagnostics organisationnels. Et c'est ce qui a fait. Donc, c'était un événement qui m'a amené à me réorienter dans ma pratique. Puis tu vois, moi, je trouve ça fascinant parce qu'il y a comme 2 côtés à la médaille de cet événement-là. Tu sais, il y a le côté épouvantable là, de préjugés. Là. On va dire que la dame avait... il y a un manque de, mettons, bienveillance de sa part. Bon, il y a tout ça. Là, ça probablement qu'elle était pas consciente puis c'était pas méchant, mais il y a quelque chose de choquant, en fait, dans ce que tu as vécu, que évidemment, on veut pas que les gens commencent à vivre ce genre d'expérience-là ou répètent ça, mais d'un autre côté,
ça t'a comme remis en question, puis ça l'a fait en sorte que tu as été comme obligé un peu de te remettre à jour, puis de repenser ta façon de pratiquer. Je sais pas si c'est un peu comme ça que tu l'as vécu, de dire ça a été difficile puis c'est épouvantable, mais en même temps, ça a été un constat transformateur pour moi. Ah ben oui, tout à fait. Aujourd'hui, je pense que je comprends très bien ce qu'elle disait, puis elle avait raison de le dire, parce que le pitch que j'avais fait, là, ça avait rien à voir avec ce qu'elle voulait. J'étais dans un autre monde complètement. Puis à ce moment-là, j'étais pas en mesure de répondre à sa demande. Mon offre n'était pas alignée avec ses besoins. Fait que, non, ça m'a fait grandir beaucoup, cette affaire-là. Ça m'a fait réaliser que peut-être que ma façon de voir avait pris un peu de vieux. Mais il y a une différence entre faire affaire avec un homme vieux puis des concepts moins à jour. Mais en tout cas, ça, c'est dans les nuances. Donc le fait qu'elle voulait pas faire affaire avec un vieil homme. Oui, c'est ça. Tu sais, je ne sais pas, celle-là. C'est pas tant ça qui m'a... Qui m'a fatigué, c'était plutôt le vieil homme, le vieux qui m'a punché. Tu vois, c'est drôle parce que moi, je l'ai vraiment... Quand tu me l'as raconté, je me suis mis à ta place puis je l'ai pris difficilement, mettons, pour toi, là, dans mon empathie. En tout cas, j'ai pas vu, en fait, le côté positif, potentiel, avant qu'on en reparle là, par la suite. Puis je sais que tu t'intéresses beaucoup à la bienveillance puis ça t'a marqué. Puis justement, je voulais qu'on parle un peu, parce que dans l'âgisme, on va le dire, là, c'est quelque chose qui est hyper présent au quotidien. Là, c'est un peu flagrant comme exemple, mais tu sais, ça arrive souvent qu'on entend des affaires dans les organisations comme ouais, tu sais, les personnes âgées ou les boomers, la technologie, ça fait deux. Puis même dans nos familles, tu sais, on en jasait tantôt avant d'enregistrer, des fois on rit un peu parce que les personnes, tu sais, qui sont passées la quarantaine, mettons, des fois ils ont de la misère, puis de la quarantaine, là, je vais me faire des ennemis, tough, là. Quand t'es tough, la quarantaine. C'est vraiment trop raide. Et en plus, j'ai 34 ans, fait que, tu sais, j'arrive là. T'étais à la veille de mourir, toi. Et tu vois, je me suis enfargée moi-même dans mes propos, mais tu sais, tout ce que je voulais dire, c'est que des fois, les personnes qui sont pas considérées comme dans les jeunes, on prend pour acquis qui sont dépassés au niveau de la technologie à travers des fois des petites insinuations, tout ça. Il y a une part peut-être des fois de vrai, dans le sens que les générations ont pas nécessairement tout le temps les mêmes façons de voir les choses, sont pas exposées de la même manière aux technologies, mais il y a aussi une grande part de préjugés puis de biais. Puis je sais que ça, c'est quelque chose, en étant coach, auquel tu t'intéresses particulièrement. T'as-tu le goût de nous parler un peu, départager là, un peu? Puis t'as fait une conférence en plus sur ça, les générations au travail. Oui. Fait que j'avais le goût qu'on explore ça ensemble, tu sais. Comment on peut départager le vrai du préjugé? C'est difficile, hein, parce que c'est pas clair, puis il y a un peu de vrai, puis il y a un peu de préjugé dans tout, tu sais. L'agisme, de façon générale, ça s'appuie sur de fausses croyances, à mon avis. Puis typiquement, des croyances où on se dit les gens plus âgés ont de la misère à s'adapter au changement. Les gens plus âgés ont de la misère à apprendre de nouvelles choses. Ou les gens plus âgés ont de la misère à résoudre des problèmes complexes. Puis, c'est vrai de toutes les générations, ça. C'est pas toutes les générations, mais il est vrai que chez les gens plus âgés, on observe parfois un peu plus de difficultés à s'adapter aux nouvelles technologies, entre autres. Mais ce sont des croyances générales, puis ce sont des croyances qui ont, à tort, des impacts majeurs. Moi, je le vois, entre autres, dans la pratique de recrutement de cadres. C'est incroyable, là, quand tu arrives à l'âge de 45, 50, 55 ans, là, il existe des biais majeurs par rapport aux gens les plus âgés. Je regardais récemment, j'ai une étude d'ailleurs devant moi, si tu me permets, je vais la sortir, concernant justement... il y a une étude qui a été faite en 2018. J'ai ça ici. On regardait combien de temps ça prend pour se trouver une job, selon les groupes d'âge. Pour les gens qui ont entre 15 et 24 ans, qui sont à la recherche d'un emploi, ça prend en moyenne 8 semaines. Pour les gens qui ont entre 25 et 54 ans, ça prend en moyenne 18 semaines. Et pour les gens qui ont 50 ans et plus, 55 ans et plus, la moyenne est de 30 semaines. Aïe, aïe, aïe. Plus tu es âgé, plus c'est long à trouver une job. Et c'est pas le fun pour vous, mesdames, parce que c'est encore pire. Chez les femmes de 55 ans et plus, là, c'est franchement difficile. Il existe des biais dans le marché qui sont très importants. Puis c'est des biais que je dirais presque semi-conscients parce que c'est articulé. Quand on regarde les biais là, qu'on a à l'égard des gens qui nous entourent, tu as des biais qui sont
conscient, tu sais, le genre, homme, femme, l'âge, l'origine ethnique. T'as des biais qui sont moins conscients, comme ils sont plus subtils, comme la religion, l'orientation sexuelle. Puis il y en a qui sont vraiment inconscients. Par exemple, il y a des biais qu'on perçoit indirectement par rapport à la condition socio-économique, tu sais, ou les valeurs que les gens manifestent, ou des fois la façon dont ils s'expriment. Tout à coup, on réagit mal à tout ça. Mais dans le cas de l'agisme, c'est connu, c'est vu, c'est conscient, c'est articulé. Puis même des gens les cherchent des façons de le justifier. C'est comme accepté socialement, c'est ça que tu veux dire? Absolument. Tu sais, je lisais récemment un article qui parlait de quelqu'un des Nations Unies qui parlait des droits humains et qui disait que l'agisme, c'est la plus acceptable violation des droits humains. C'est un peu fort comme phrase, là, mais tu sais, comme l'agisme, c'est un peu correct. Mais c'est vrai. Parce que, bon, ils sont vieux. Ils devraient laisser la place aux jeunes. Ils sont plus capables, ils n'ont plus le tempo, ils n'ont plus le beat. Puis quand on parle, tu vois, dans les organisations d'équité, diversité, inclusion, l'agisme, c'est rare qu'on y pense, tu sais. C'est comme... nous autres, on nous demande tout le temps, là, ça nous prend... C'est effrayant ce que je vais dire, mais ça nous prend... tu sais, ça prend la diversité, absolument. Ça nous prend la diversité de genre, d'origine ethnique. Mais on nous dit jamais... On veut des gens... bien au contraire. Dans certains cas, on précise qu'on veut des... Il y a quelque chose qui m'est arrivé, il faut que je te conseille. Il y a pas longtemps, c'est une cliente à nous. Elle dirige une grande institution et elle nous embauche pour engager une nouvelle direction générale. Puis on lui demande, bien évidemment, quels sont les critères. On passe à travers tout ça. Puis il y a beaucoup d'ouverture. Elle est ouverte à la diversité. En fait, elle encourage la diversité. Puis elle dit une chose, par exemple, ça nous prend quelqu'un qui est 35-45 ans, pas plus, là. C'est assez 35-45 ans. Non, puis elle précise, 45 ans, pas plus. T'sais. Et ça me donne un coup, parce que cette dame-là, c'est la dame qui dirige actuellement l'institution. Elle la dirige depuis une dizaine d'années, puis elle quitte parce qu'elle prend sa retraite à 70 ans. Ouch. Puis attends, elle la dirige depuis une dizaine d'années, fait que quand elle est arrivée en poste, elle était même plus vieille que ça. Et à 70 ans, elle dit, ben là, pour me remplacer, ça prend quelqu'un de 45. Fait que... C'est particulier, hein? Mais ça, c'est de l'agisme internalisé, là. Ouais. Exactement. Elle a des propres biais envers elle-même. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'elle avait l'impression de ne pas suivre le beat? Est-ce que c'est la pression sociale? Les gens lui renvoyaient une image? Pourquoi, selon toi? Je te dirais que c'est un environnement qui appelle une certaine créativité puis de l'innovation. Ça prend de l'énergie. Puis j'imagine qu'elle, dans son esprit, quelqu'un qui est créatif et énergique, il n'y a pas 70 ans. Ouais. Mais le fameux, nous autres, on est jeune et dynamique, là. Tu sais, c'est un peu ça qu'on entend à toutes les sauces dans le recrutement, qu'on veut des gens pour compléter notre équipe jeune et dynamique. Mais en même temps, ça fait comme une homogénéité dans les façons de voir ou les façons de penser, parce qu'il y a beaucoup de richesses aussi à mélanger. Absolument. Moi, ce que je vois, ce que j'ai vu dans les comités de direction, dans les équipes de travail, dans les groupes, la diversité, c'est tout le temps, puis la diversité à tous les égards, c'est tout le temps, ça amène tout le temps plus de productivité. C'est toujours plus intéressant. Mais on a tout le temps un espèce de réflexe à chercher le monde qui fit. Ouais. Les gens qui vont fitter avec ce qu'on pense que le groupe devrait avoir l'air. Je me souviens d'une autre situation. Je m'étais avec une directrice des ressources humaines dans une entreprise qui font des jeux vidéo. Une grosse entreprise à Montréal, 400 employés. Et puis, elle-même avait à peu près 45 ans, puis elle était toute étonnée. Elle me disait, écoute, c'est fantastique, ils m'ont engagé. Je suis tellement plus vieille, la moyenne d'âge était en bas de 30 ans, puis tout ça, tu étais toute contente de ça. Elle dit, regarde comment je suis habillée. Je m'habillerais jamais, je me suis jamais habillée comme ça pour venir travailler. Ben si, attends, elle s'est habillée... Elle était habillée en jeans, tu sais, puis en René Chou, tout ça. Je sais pas si c'était des René Chou, mais en tout cas, elle était en jeans. Puis elle dit, ici, c'est le fun, là, tout le monde se s'habille comme ils veulent, tu sais, et tu peux t'habiller comme tu veux. Mais je regardais autour, là, puis je te jure, Sarah, là, les hommes, là, 75% des hommes, ils portaient un jeans noir, un T-shirt, des running shoes, puis la moitié avait des barbes. Ils étaient tous habillés pareil. J'adore ça. Ils étaient tous habillés pareil. Mais écoute, on peut tous s'habiller comme on veut ici, c'est freedom, tu sais.
Hey, tu me fais réfléchir, mais dans ça, là, la volonté d'être ouvert puis d'être ouvert sur le monde, des fois, on met des balises puis on devient encore plus rigide sur les façons de penser. Tu comprends? On parlait longtemps, mais ça amène qu'il y a moins de diversité d'opinions aussi qui est tolérée dans les équipes de travail parce qu'il y a comme une bonne façon d'être ouvert et de penser puis d'être socialement correct, là. Absolument. Puis c'est très important dans les équipes de travail que ces équilibres-là. Puis les gens de tous les âges, comme les gens de tous les sexes et orientations sexuelles et les gens de tous les niveaux d'expérience, c'est toujours riche dans une équipe de travail où la confiance existe et les gens peuvent parler librement, où tu n'as pas de joueur dominant ou encore d'une pensée dominante qui écrase toutes les autres. Mais la diversité, c'est toujours plus payant pour l'organisation que quand tu tombes dans tous les gars qui ont des running shoes puis des jeans noirs, des t-shirts puis des barbes autour d'une table, là. Écoute, ils peuvent bien dire ce qu'ils voudront, là. Ça va rester pas mal dans une bulle assez bien définie, là. Effectivement. Puis c'est quasiment plus dangereux quand on s'en rend pas compte, tu sais, parce que tu penses que t'as toute la liberté puis l'ouverture du monde, mais en même temps, la force du groupe est tellement forte que tout le monde doit se conformer. Fait que, tu sais, elle, disons, si elle a des idées différentes ou des angles de vue plus sages, mettons, peut-être qu'elle va se freiner puis pas s'autoriser à les amener à l'équipe parce qu'elle est pas sûre que ça va passer. Tu sais, si déjà elle se conformait par son habillement, là. Je sais pas si tu sens ça. Des fois, est-ce que toi, tu te sens une pression d'avoir une opinion populaire ou de repenser comment tu présentes les choses parce que tu as peur d'avoir l'air vieux? Non, moi, c'est personnel. Je suis pas sûr qu'on peut généraliser à partir de mon expérience, mais moi, ce que j'ai appris à faire, c'est à dire les choses différemment. J'ai l'impression qu'en vieillissant, je suis plus affirmé que je ne l'ai jamais été. Je me préoccupe beaucoup moins qu'avant de fitter ou de pas fitter. Je le code bien là, c'est comme ça que je pense que ça finit là. Puis je me préoccupe pas tellement de ça. Par contre, je sais m'exprimer avec un petit peu plus de doigté que je ne le faisais. Il est déjà arrivé des moments où j'étais pas mal plus carré. Puis aujourd'hui, d'ailleurs, je pense que je suis beaucoup plus efficace que je l'étais avant, justement pour ça. D'une part, parce que je dis ce que je pense, mais je le dis de la bonne façon. Puis je pense que ma contribution au travail est d'autant plus enrichissante qu'à une époque où j'étais moins diplomate, puis j'essayais plus de fitter dans le courant de pensée dominant. C'est sûr. Puis il doit avoir une liberté incroyable parce que, tu sais, moi, je me cacherai pas, là, tu sais, je suis encore en train de me demander si je fais bonne impression, tu sais, beaucoup moins qu'à 20 ans, mais, tu sais, je pense pas que j'ai atteint ton niveau de sagesse, là. Mais tu fais très bonne impression. Hein. Merci, c'est bien fin. Je vais le prendre avec beaucoup de... Là, Charles, il est crampé, là. Il est comme, bon, mon père, mais ses blagues. Mais oui, c'est ça, il doit avoir une liberté aussi qui vient avec ça, là. C'est comme une sorte de sérénité, une liberté. Il y a aussi le fait que je suis dans un mode où je suis moins compétitif, là. Je suis pas en compétitif, là. Je suis pas en compétition avec personne, tu sais. Je suis pas carriériste. J'ai pas besoin d'avoir raison. Ouais. Donc, effectivement, ça rend la chose plus confortable, plus sereine. J'ai goût de te confier quelque chose puis de le confier aux auditeurs en même temps. Il m'est arrivé, puis Charles, tu vas savoir de quoi je parle, il m'est arrivé une situation pendant la pandémie, là, fait que relativement récemment, où j'ai dû collaborer avec un consultant qui est comme proche de la retraite, mais tu sais, pas qui s'est mis à jour, là. Tu sais, moi, je considère que toi, tu travailles avec des personnes de tout genre, tu sais, t'as des idées nouvelles. Cette personne-là, non, là, tu sais, il était moins conscient de comment on fait les choses maintenant, le marché il est où, tu sais, il y avait des propos racistes, là, disons, puis c'était un recruteur, fait que tu sais, ça donne une idée, puis il s'en rendait pas compte, là. Il disait, ben moi, je suis le gars le plus inclusif au monde, mais je l'ai essayé à engager des Arabes, puis ça marche pas, tu sais. Fait que tu sais, c'était hyper challengeant pour moi, mais je suis arrivée dans ce mandat-là, j'ai fait 2 mandats avec lui, en fait, puis je suis arrivée dans ce mandat-là, j'avoue, avec beaucoup de préjugés envers lui, puis je trouvais ça hyper difficile, puis j'avoue que j'essayais un peu de le tasser pour pouvoir répondre aux besoins du client. En tout cas, il y a comme... je pense que j'étais même prétentieuse à quelque part, là, tu sais, envers lui. Puis, à la fin de ce mandat-là, il y a eu des revirements de situation
où il y a eu des situations à gérer, tout ça, puis lui, il a fait preuve d'une grande sagesse, puis tu sais, lui, il en avait vu d'autres, là, tu sais, gérer un client, puis il y avait comme, je sais pas comment dire, ça m'a donné une leçon de vie, là, incroyable, puis je me suis dit, hey, tu sais, si j'avais eu une position différente avec lui, ça serait peut-être moins senti menacé, on aurait peut-être mieux collaboré, puis ben, on aurait pu bénéficier un de l'autre de l'expertise de l'autre personne. Fait qu'en tout cas, bref, j'avais envie comme de le partager aux gens parce que même moi, puis je dis même moi comme si j'étais... Mais tu sais, je veux dire, on est tous, en fait, vulnérables à ça. On vit tous avec des biais, toutes sortes de biais par rapport à ce qu'on énumérait tantôt, pas juste l'agisme, mais tout le reste. Puis c'est un exercice qui est difficile à faire, d'en prendre conscience puis de les modifier, parce que justement, dans bien des cas, c'est inconscient. Puis tu sais, c'est des trucs qui nous ont été inculqués dans certains cas depuis l'enfance, des trucs qu'on a appris à l'école qui restent avec nous, et très souvent aussi des expériences de vie qui nous ont marqués, puis on traîne ce bagage-là avec nous. Puis se libérer de tous ces biais qu'on traîne, là, c'est pas évident, d'autant plus que la première chose à faire, c'est d'essayer de les identifier, ce qui est pas évident. Puis je veux pas qu'on tombe dans les préjugés envers les jeunes, mais mettons rapidement, toi, est-ce que tu ressens la même chose? À l'inverse, quand tu travailles avec des jeunes, t'es comme, tu sais, minute, tu counes, là, moi, je sais où est-ce qu'on s'en va. Est-ce que tu ressens comme tu te sens-tu pas hautain par rapport à eux, mais tu sens-tu que t'es... Wow! Non, il n'y a pas de problème. Ouais, pas hautain par rapport à eux, mais tu sens-tu que t'as comme une longueur d'avance puis qu'il y a des choses que peut-être eux voient pas? Non. Non, pas dans le sens de me sentir hautain. Il va arriver des moments où je vais voir... je fais du mentorat aussi, je fais du coaching, puis je travaille avec des jeunes entrepreneurs aussi. Puis il y a des moments où je vois leur enthousiasme, leur énergie, puis leur candeur. Mon attitude, plus souvent qu'autrement, c'est de leur dire faut qu'ils vivent ça, tu sais. Je vais essayer qu'ils se blessent pas trop, mais je vais pas essayer de leur dire quoi faire. D'abord, moi aussi, là, je n'ai fait des bêtises, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des conneries, puis plus qu'à mon tour, probablement. Puis, non, j'ai pas cette attitude-là. Il est certain que par moment, c'est souvent dans leur façon d'être, plus que dans leurs propos, que dans leurs idées. OK. Je suis toujours fasciné par la créativité, puis par l'énergie, puis l'enthousiasme qu'ils ont par rapport à ce qu'ils font. Mais des fois, dans leur façon d'être, dans leur type de relation qu'ils établissent avec les gens autour, ils sont eux-mêmes, ils ont des biais puis des préjugés. Chez les jeunes, on retrouve, il y a des gangs, il y a des sortes de monde, il y a du monde qui sont corrects puis qui sont pas corrects, puis tout ça. Puis à cet égard-là, on observe ça comme on l'observe ailleurs. Mais je me sens pas hautain ou non. Ben tant mieux, surtout pour un coach. En fait, le coach, c'est ça, là, exactement. Ouais. Le coach, il n'y a pas d'opinion en quelque part. C'est ça. Ça prend une certaine humilité, mais il faut aimer le monde. Je connais des jeunes là, qui sont des jeunes extrêmement sages, mais d'une sagesse étonnante, là. Puis des vieux qui sont juste des vieux malcommodes. Oui, effectivement. Des vieux boqués, puis la titre dans ça. Fait que ça vient pas automatiquement avec l'âge, là, ça. Puis si on en revient au monde du travail, là, puis à la place de la diversité puis des multiples générations dans le monde du travail, je sais pas si tu as entendu parler, mais durant la pandémie, on parlait beaucoup de relance verte. Tu sais, que ça allait prendre des relances vertes pour relancer l'économie. Puis j'ai entendu un petit peu, par rapport à ça, quelqu'un qui a comme un peu s'est réapproprié l'expression pour parler de relance grise. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que on le sait, on a une pénurie de main-d'œuvre actuellement sur le marché du travail. Les organisations s'arrachent les cheveux là pour trouver de la main-d'œuvre. Puis ça, c'est dans tous les secteurs. Là, je l'entends. Là, tous mes clients me parlent de la difficulté pour eux de recruter dans leur secteur. Puis ça, c'est comme notaire, avocat, TI, resto, tu sais, n'importe où. Puis ça passe peut-être par justement le fait de garder les personnes plus âgées qui seraient en âge de prendre leur retraite au travail. Toi, t'en penses quoi de ça? Comment tu penses qu'on pourrait y arriver? Est-ce que tu penses que ça pourrait régler une partie, certainement pas tous les problèmes de pénurie de main-d'œuvre qu'on vit, là, mais en partie? Écoute, ça pourrait certainement aider. Puis d'ailleurs, c'est nécessaire. Encore une fois, en me préparant à notre rencontre, j'ai trouvé un texte. Je vais te lire un petit bout, tu vas trouver ça intéressant. L'agisme prive ça vient d'une étude qui a été faite par Pricewaterhouse. L'agisme prive des employeurs de talent et d'expérience qui pourraient leur être fort utiles sur le plan national au Canada. Cela a un coût. Selon une étude,
Selon l'étude, le Canada se situe au 18e rang des 35 pays de l'OCDE en matière d'intégration des travailleurs les plus âgés, en atteignant un niveau de performance des meilleurs États. C'est-à-dire que si on était là, on performait aussi bien que des pays comme la Nouvelle-Zélande ou la Suède, là, le Canada pourrait ajouter entre 50 et 100 milliards de dollars à son produit intérieur brut. Ça, c'est des gens qui sont plus âgés, qui sont aptes au travail, mais qu'on laisse de côté ou qu'on refuse d'engager. On est en pénurie de main-d'œuvre. Si on engageait ces gens-là, tu vois, c'est 100 milliards au Canada. T'sais. Dans l'ensemble du pays de l'OCDE, si on égalait le taux d'emploi des travailleurs de 55 ans et plus que celui de la Nouvelle-Zélande, ça serait 3 500 milliards. Donc, quand tu penses là, à toute cette cohorte de travailleurs, on pense souvent les cohortes, c'est les plus jeunes, les autres cohortes de travailleurs plus âgés. Si on les gardait au travail, ça aurait une contribution très, très importante au produit intérieur brut. De plus, quand tu penses que dans 2031, dans 10 ans, les travailleurs de 65 ans et plus, ou les personnes de plus de 65 ans et plus, devrais-je dire, vont représenter 23 % de la population canadienne. Fait que ça, là, en termes de bénéfices sociaux, d'assurance maladie... 23 % Fait que là, tu vas avoir 23 % des gens qui vont avoir plus de 65 ans. Plus on va garder ces personnes-là sur le marché du travail, bien, plus on risque que ça... Pour la société, il va y gagner de deux façons. Elle va y gagner parce qu'il va y avoir plus de croissance économique, puis elle va y gagner parce qu'il va y avoir moins de programmes sociaux à payer. Fait que je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est très important de garder les gens âgés, les gens plus âgés sur le marché du travail. Puis tu vois, une personne qui avait compris ça bien avant aujourd'hui, là, c'est Robert Dutton, l'ancien président de RONA, qui est étudié maintenant dans les écoles de gestion, qui lui avait de la difficulté justement à recruter des travailleurs qualifiés aussi. Là. Il y avait des problèmes de roulement de personnel puis tout ça. Puis il s'est dit, ben moi je vais revoir mon offre employeur ou ma façon de rémunérer les gens, les attentes au niveau des horaires pour mettre plus de flexibilité de façon à pouvoir intégrer des travailleurs un peu plus âgés qui sont à la retraite, qui ont une expérience de vie, peut-être qui ont rénové leur maison pendant des années puis qui connaissent bien la rénovation puis les outils. Puis il a réussi à transformer complètement la culture de son entreprise en faisant de la place justement aux travailleurs plus âgés. D'ailleurs, ça me rappelle quelqu'un qui a quelques semaines encore qui me disait, si tu as des rénovations à faire, là, puis tu poses puis c'est directement lié à ce que tu viens de dire, puis tu as besoin de conseils, là, vas-y pas en fin de semaine. Vas-y sur semaine. Parce qu'il dit la fin de semaine, c'est les étudiants, ils connaissent rien. Mais vas-y sur semaine. Là, tu as tous ces messieurs-là puis ces madames-là qui connaissent ça, la rénovation. Là, tu vas avoir des bons conseils. Oui. Alors, lui, sa douche a brisé une couple de fois, fait qu'il sait comment ça marche. Allez pas chez Rona le week-end, vous avez besoin de conseils. Allez-y la semaine. Là, vous allez avoir des gens d'expérience qui vont avoir des réponses à vos questions. Puis là, tu vois, on entretient quand même des préjugés en disant ça. Puis il y a une part de vrai, puis une part de préjugés. Fait que on n'est pas parfait non plus. Mais reste que oui. Puis, tu sais, on parle de leur culture d'entreprise, mais c'est aussi toute leur image de marque, puis la relation avec les clients, qui a changé aussi avec ce simple changement-là. Fait que c'est une preuve de comment, des fois, en faisant de la place pour la diversité, incluant la diversité d'âge, ben, on peut complètement shifter la culture d'une entreprise. T'as-tu d'autres exemples d'observations que tu as vues dans ton métier ou le fait de faire plus de place pour plein de générations, ou même toi, en collaborant avec des personnes de diverses générations, parce que je sais que tu t'efforces de le faire, pas juste avec moi, mais avec d'autres mondes. Qu'est-ce que ça t'amène, en fait, dans le quotidien de faire ça? Ben, mais d'abord, c'est sûr que ça me garde allumé, là. C'est évident que moi, j'ai besoin de me nourrir. Je pourrais pas vivre juste avec du monde de mon âge, là, parce que, ben, je pourrais, mais, d'un point de vue professionnel, dans le métier que je fais, il faut absolument que je fréquente puis je sois en relation tout le temps avec des gens qui ont moins de 30 ans. Ou la jeune trentaine. Fait que moi, je suis déjà dépassée. Tu commences à être... en tout cas, tranquillement. Mais, tu sais, c'est très important. Écoute, on me suggère des livres, on m'amène des nouvelles technologies. À toutes les semaines, il y a un collaborateur ou une collaboratrice qui dit « Hey, essaye telle application, essaye telle application. » Tu sais, ça me garde sous le bout de ma chaise. Si j'étais seulement avec des gens de mon genre, je te dis, je prendrais peut-être un certain recul là, au niveau de la technologie, mais aussi au niveau des lectures puis des fois des concepts, tu sais.
l'exemple de ce qu'on disait tantôt. On voit depuis une dizaine d'années maintenant toute la notion de bienveillance, toute une nouvelle façon de voir les RH. Les RH ont tellement évolué depuis 10-15 ans, c'est incroyable par rapport à l'époque où moi j'étais en grande entreprise, tu sais. Fait que il y a tout cet apprentissage-là dont je bénéficie avec eux, tu sais. Ouais, puis ça c'est réseauté aussi, puis de s'entourer de personnes avec des opinions variées, mais reste que l'aspect jeunesse, c'est vrai qu'il est quand même important. Tu sais, Charles et moi, on s'en parle souvent, on est des entrepreneurs, puis des fois on se dit OK, là on sent qu'on a 34 ans, puis on commence à des fois être moins dans le coup des nouvelles affaires qui arrivent. Fait qu'on se dit toujours, faudrait plus encore se forcer à collaborer avec des personnes plus jeunes. On le fait, là. Mais c'est ça. C'est pas long que ça se ressent, en fait. Puis à l'inverse, vas-y. Oui, bien d'ailleurs, au niveau technologique, il y a plusieurs études qui l'ont démontré. Le temps qu'une société s'adapte à une technologie ou à une génération de technologie, la plupart du temps, par le temps qu'elle s'est adaptée à cette génération-là, il y en a déjà une nouvelle qui est arrivée. Donc, on est tout le temps en retard, en quelque part. Fait qu'il faut pas trop capoter là-dessus. Puis à la vitesse que ça va, de toute façon, on peut pas tout gober puis intégrer. Mais c'est essentiel qu'on soit allumé, motivé, stimulé par les générations plus jeunes, c'est certain. Hey, ça me fait penser, il y a une couple d'années, il y avait une étude, puis je vais faire la recherche, puis je vais mettre les liens après là, dans l'épisode, parce que j'avais pas pensé avant d'enregistrer, mais j'avais fait moi aussi une conférence sur les 10 générations au travail, puis comment on pouvait répondre aux besoins par la rémunération globale, bref. Puis il y avait une étude sur la technologie, puis la capacité des différentes générations à absorber une nouvelle technologie. Puis je me souviens pas des chiffres exacts, mais dans le temps, c'était pas la génération des baby boomers qui avait le plus de difficultés, c'est la génération X. Parce que eux, il y avait des obligations familiales, souvent avec des jeunes enfants, il y avait peut-être un petit peu moins le temps. Fait que tu sais, on prenait un peu pour acquis que les baby boomers, c'était les plus en arrière de la gang, alors que c'était pas le cas, c'était la génération X. Là, tu vois, aujourd'hui, j'imagine que c'est plus ma génération, là, les millennials, tu sais, qui sont en train d'avoir des jeunes familles. Fait qu'il y a cet aspect-là aussi, là, de se tenir à jour, de tout le temps essayer des nouvelles plateformes, des nouvelles technologies. Quand tu as des préoccupations à la maison puis que ça bouge, ça l'impacte aussi. Il faut peut-être pas déduire que nécessairement les baby boomers sont plus au fait des nouvelles technologies. Je pense pas. Là. Je pense que quand même c'est une génération qui est un peu déphasée. Mais ça veut pas dire qu'elle est pas performante, utile, puis qu'elle n'a pas une valeur ajoutée à l'entreprise. C'était plus dans le sens, si tu changes de technologie au travail, qui est-ce qui va avoir plus de misère à s'habituer? Pas tant que sur être au courant de ce qui se fait. Là. Puis aussi que je m'en allais avec mes skis. Ah oui, c'est ça. Puis j'allais dire, à l'inverse, tu sais, de s'entourer, ben là, tu sais, je sais pas si toi, dans ta carrière, tu as vécu ça aussi, de t'entourer de personnes plus âgées, d'autres générations, mais nous, je trouve, Charles et moi, on en parle souvent, puis ça nous amène tellement une autre perspective aussi, puis tu sais, comme tu le nommais, là, de sagesse, d'angle mort aussi, que peut-être on n'a pas vu. Tu sais, l'expérience, là, reste que on la valorise peut-être moins qu'on la valorisait avant, puis des fois, je me dis, Colin, il me semble qu'on perd ça, cette valorisation-là de l'expérience des gens. Il y a un phénomène, on dirait que mes jeunes amis, ou les gens que je coach, ou les gens ils ont la certitude facile. Hein? Ils sont souvent sûrs de leur affaire. C'est comme ça que ça se fait. En affaires, là, ça marche de même, puis ça marche de même, ça marche de même, ça marche de même. Pour avoir vécu, il y a 1000 façons de faire les choses. Je me plais toujours à dire, il y a 10 façons différentes de faire les choses, dont 7 de bonnes. Et souvent, mes jeunes amis, eux autres, il n'y a rien qu'une façon de faire les choses, la leur. T'sais. Il y a cette certitude-là. L'expérience t'apprend à te remettre en question. Si tu vieillis bien, parce que je connais un couple de vieux grincheux qui ont mal vieilli. Mais si tu vieillis bien, dans le principe, tu devrais accroître ta capacité de remise en question. Le doute est une super bonne affaire. J'aime ça, le doute. Là. J'aime beaucoup fonctionner dans le doute. Donc, c'est ça. Donc, il y a une différence à cet égard-là où c'est vrai que les jeunes ont parfois tendance à... Ils savent mieux que tout le monde comment ça marche. Ouais. Pas tout le monde, là. Non, mais c'est vrai. Puis, tu sais, ça fait du bien des fois de se faire...
pas remettre à sa place, là. C'est pas ça, mais tu sais, de se faire dire, ouais, t'es-tu sûr de ça? Tu sais, de se faire challenger les croyances. Exactement. Puis ça, c'est vrai que souvent, ça vient avec l'expérience un peu de dire, ben, je comprends là, que tu le fais comme ça, mais moi, j'ai déjà vécu telle façon ou j'ai déjà vu qu'il y a d'autres choses qui se font. Exactement. Exactement. Tu sais. Il y a d'autres différences importantes. La longévité au travail. Tu sais, les jeunes actuellement restent peu de temps. Les générations plus jeunes restent peu de temps en poste. Si vous voulez engager quelqu'un qui va rester 7-8 ans en poste, là, engagez donc quelqu'un de 55 ans. Ça, c'est là, vous avez des bonnes chances que la personne reste 7-8 ans en poste. Mais si vous engagez quelqu'un de 32 ans, là, une grosse gageure. Oui, ben c'est des années charnières en plus dans le développement de carrière, là, fait que c'est sûr que c'est plus difficile, tandis que des fois, souvent, les gens plus proches, on l'a nommé, là, c'est plus long de se retrouver un emploi à mesure qu'on avance en âge. Fait que des fois, il y a une notion de vouloir trouver une place pour le long terme aussi, là. Oui, mais je pense aussi qu'il y a une attitude face au travail qui est différente. Oui, aussi, c'est vrai. On retrouve chez les gens plus âgés plus de loyauté de façon générale, plus d'engagement envers l'organisation que ce qu'on retrouve chez les générations plus jeunes. C'est ni un mal ni un bien, là, c'est juste comme ça. Je porte pas de jugement de valeur là-dessus. Mais typiquement, les gens un peu plus âgés, ils vont être plus engagés dans l'entreprise, puis plus loyaux. Puis oui, puis c'est vrai aussi, c'est sûr que si tu te retrouves à 62 ans, tu ne te chercheras pas un autre job. Fait qu'en partant, fait que ça, moi je vous dis, le best, l'engager des gens en cinquantaine. Ça, c'est bien. Je veux juste amener une nuance, tu as dit plus engagé puis plus loyaux. Moi, pour moi, c'est deux affaires différentes. Tu sais, moi, je pense que tu peux être, puis tu vois, là, c'est peut-être une question de perception de génération, mais je pense que tu peux être hyper engagé. Moi, par le passé, je l'ai été, mais j'étais pas loyale dans le sens où, tu sais, après 3-4 ans en poste, ben, je me sentais prête pour d'autres choses, tu sais. Mais j'étais très, très engagée. Fait que je trouve que maintenant, d'ailleurs, Mercer a fait une étude là-dessus. Ça fait déjà 10 ans quasiment, là, puis c'était la dichotomie, pas la dichotomie, mais comment ils appelaient ça, le paradoxe de l'engagement. Oui, c'est intéressant. Ouais. Ben super, puis qu'est-ce qu'on peut faire, Pierre, pour faire plus de place aux personnes plus âgées ou d'autres générations ou de ta génération dans le monde du travail pour que ce soit plus agréable, en fait, pour qu'ils se sentent inclus dans les équipes puis qu'il y ait plus de facilité de collaboration puis d'échange d'idées? Écoute, je pense que ça doit passer par un exercice d'abord individuel. Chacun doit prendre conscience de ces biais-là. Puis il y a des façons de faire. Il existe des outils. Il existe du coaching d'équipe, entre autres, où tu fais des exercices de type team bonding, des tests psychométriques. En fait, il y a toutes sortes de façons de faire pour amener les gens à prendre conscience à la fois des différences, mais aussi de l'intérêt de faire affaire avec des gens qui ont des profils différents. Et puis après de ça prend un leadership dans les organisations qui est actif puis proactif à promouvoir cette diversité-là. Faut le nommer. Ouais. Parce que il y a souvent des organisations où on était proactif pour promouvoir la place des femmes, on était proactif pour la diversité culturelle, mais la diversité générationnelle, on entend pas mal moins parler. Puis il y a des avantages à avoir des gens un peu plus vieux autour de la table, on les a évoqués tantôt. Donc, ça prend d'une part une certaine auto-réflexion, une réflexion là-dessus. Ça prend des outils, possiblement du coaching d'équipe. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et ça prend aussi, bien sûr, un leadership éclairé qui va proactivement promouvoir l'intergénérationnel. Tout à fait. Puis j'imagine, c'est ça, créer des échanges, des dialogues, laisser la place à la diversité de façon de faire puis d'opinion. C'était super intéressant. Écoute, merci vraiment d'avoir accepté mon invitation. Ça a passé vraiment vite, cette conversation-là. Où est-ce qu'on peut te suivre, Pierre? Là? T'es dans quoi en ce moment? T'écris-tu encore des articles? J'écris des articles régulièrement sur LinkedIn. Alors, allez voir ma page LinkedIn, allez voir notre site Ascension, puis donnez-moi un coup de fil. Votre site Ascension qui a un super beau brand. En plus, j'encourage les gens d'aller le voir. Vous venez de relancer justement votre positionnement, votre branding. Donc, allez voir. Puis, je vais mettre tous les liens, en fait, pour que les gens puissent te suivre. Puis d'ailleurs, on va choisir le best-of de tes articles sur la bienveillance parce que moi, je les trouve hyper inspirants. Puis j'ai invité les gens à aller consulter cette super série-là. T'en as fait plusieurs? T'en as fait combien? J'ai fait 15 articles sur la culture bienveillante. J'ai développé un modèle d'analyse de la culture, puis là-dedans, en tout cas,
Ça pourrait faire l'objet de plusieurs podcasts. Tout à fait, ben, on y reviendra. Puis entre-temps, je vais mettre quand même les liens vers les 2-3 top articles bienveillance. Merci d'être venu. C'est moi Pierre. qui te remercie, c'était un plaisir. Également, partagez, tu reviendras. De toute façon, on se voit souvent. On va se revoir souvent parce que la pandémie étant finie. Bref, merci d'être venu. Bye Merci. bye. Bye.